Joe Verstappen l'a dit clairement. Norris s'est concentré uniquement sur Max au départ et n'a pas pensé à freiner. Ce sont les déclarations du père de Verstappen. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ce que McLaren a raté dans les réglages des monoplaces de Norris et Piastri. Et pourquoi ils ont été disqualifiés à cause de la planche trop usée. Voyons un article très intéressant à ce sujet. Nous devons bien sûr parler aussi de Lewis Hamilton, car il a fait des déclarations particulières. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Nous allons traiter chaque sujet en détail et je vais l'approfondir. Cela dit, commençons par ces déclarations de Joe Verstappen, car il a dit que Norris s'était concentré uniquement sur Max au départ, mais il a aussi ajouté que Max Verstappen savait déjà avant de partir en avion, avant de quitter Las Vegas, que les deux McLaren allaient être disqualifiés à cause de la planche trop usée. Et sur ce point, je donne raison à Jos Verstappen, dans le sens où Lando Norris a bien fait de fermer la porte à Max au départ, mais il l'a trop fermée et la trajectoire était mauvaise pour ensuite aborder le virage. Et cela se voit bien aussi à la télémétrie, nous allons le voir ensemble, car elle nous dit exactement que Max a été beaucoup plus rusé que Norris à cet endroit, et c'est un point où Norris a souvent eu du mal. Voyons ici les données. Ici, nous voyons le départ, donc la réaction au départ des pilotes. Nous voyons que Max a eu un temps de réaction très court de 3,07 secondes, tandis que Norris 3,21. Donc il y a déjà 14 millièmes de différence, mais bon, c'est peu de choses. Mais il y a quand même déjà ce temps de différence entre les deux pilotes. De plus, en arrivant au freinage du virage 1, nous voyons que Norris freine plus fort. Dans ce cas, vous voyez que la partie ici et la partie 100, c'est l'accélération. 0, c'est quand vous freinez. Vous voyez que Norris freine plus tard par rapport à Verstappen, mais la trajectoire est beaucoup moins optimale. Il oublie presque de freiner à cet endroit, selon moi, et Verstappen parvient ainsi à passer. Voilà, voici la ligne, d'ailleurs de la télémétrie, qui nous dit que Norris freine beaucoup plus tard par rapport à Verstappen, et là, il se trompe de freinage, et Verstappen en profite pour passer. C'est une erreur naïve, selon moi les gars. Ce n'est pas la première fois que Norris rate le départ, et ce n'est pas la première fois que Verstappen en profite. Selon moi, ce sont de petites erreurs qui peuvent avoir un impact dans un championnat du monde. Bien sûr, ce n'est pas ce qui a causé la plupart de ces problèmes, car il a été disqualifié et c'est la disqualification qui a le plus pesé sur Norris et aussi sur Piastri. Regardez ici, Norris pense seulement à fermer la porte à Max, ce qui est aussi une bonne idée sur le papier, mais vous ne pouvez pas le faire, autant en considérant qu'après le virage, vous avez une trajectoire très large. Vous ne pouvez pas faire cette trajectoire au freinage, car il est évident que vous allez tout droit après. Et je veux vous montrer ici. Vous voyez que Max ne parvient pas à passer, il démarre immédiatement à l'extérieur. Max est intelligent car il comprend qu'il ne peut pas passer là. Il prend immédiatement la bonne trajectoire, la meilleure pour le virage. En revanche, Norris reste là, il a même fait ce micro-blocage, je ne sais pas si cela se voit. Vous voyez qu'il fait ce blocage parce qu'il est arrivé trop tard au freinage, trop à l'intérieur, et dans ce cas, vous voyez que Max parvient à en profiter et à passer tranquillement, tandis que Norris va tout droit. Et non seulement cela, mais il est ensuite également dépassé par George Russell, signe que Norris sauve vraiment des départs et qu'il en souffre beaucoup. Continuons. Vous voyez ici que Russell parvient ensuite à passer à l'extérieur. Et à propos de cela, nous devons également parler de la question de la planche, car il y a eu beaucoup de théories qui ont circulé en ligne et je veux vous montrer certains articles intéressants, d'autres à réfuter. Commençons par la théorie la plus intéressante que je vous rapporte. Cet article qui décrit exactement comment McLaren a vécu la situation de l'usure de la planche. Désolé, la deuxième séance d'essai libre a été interrompue par les drapeaux rouges et puis il a plu le vendredi à Las Vegas, donc je n'ai pas eu l'occasion de tester les réglages, de régler également la hauteur du fond à cause des séances d'essai libre presque inutiles pour essayer ces modifications de réglage. Donc c'est la justification de McLaren. Évidemment, cela n'a pas de sens car tous les autres pilotes ont été capables de régler leur monoplace correctement pour la course et donc McLaren a dit que nous avons découvert le problème pendant la course quand nous avons vu l'indication lors du pré-course, donc lors des tours de reconnaissance pré-course, lorsque vous allez vous positionner sur la grille, et donc ils ont compris qu'ils avaient ce problème sur les voitures, sur leur McLaren. Continuons, et ici, nous voyons la différence de rythme de course, différence entre Lando Norris
Verstappen et Russell, et nous voyons clairement comment le rythme de course de Norris augmente considérablement à la fin, car ils disent justement de ralentir pour éviter de trop user la planche. Vous avez la différence avec, par exemple, Russell dont le rythme de course est très constant et augmente certes à cause de l'usure des pneus, mais pas tellement à cause du plank. La ligne bleue, par contre, avec Verstappen qui est prise comme référence. Et nous voyons que, en effet, pendant la course, Norris a eu à un certain moment, disons sans s'y attendre, une chute de rythme, mais ce n'était pas une chute due à la dégradation des pneus, donc à leur usure, mais une chute due à ce que McLaren a dit ralentir à cause du plank. Donc, en effet, son rythme a, disons, chuté, car l'équipe lui a dit de faire. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'éviter d'avoir ce problème de plan. Nous avons vu ensuite que lorsque Norris a changé les pneus, il a gagné sur Russell, est arrivé en zone DRS et a dépassé Russell. Et là aussi, il y a eu une instruction un peu confuse car les McLaren ont dit d'aller chercher Verstappen, mais ensuite ils lui ont dit de ralentir après avoir dépassé Russell. Et puis à un moment donné, ils lui ont dit de ralentir à cause de... Ils ont appelé cela un problème de carburant, dans le sens où ils ne pouvaient pas terminer la course car ils étaient à court d'essence. Mais évidemment, le problème n'était pas celui-là, c'était le problème du plank. Bref, disons que McLaren n'a pas très bien géré cette situation, d'autant plus que Norris était conscient du problème de plank, il ressentait beaucoup de porpoising. Bit of porpoising still, so it was very difficult to just get that confidence at all to go flat. And for the most of qualifying, my biggest loss was just the last kink. Ceci est après les qualifications, je tiens à le dire. Ici aussi, il montre une image, je vais vous la montrer rapidement. C'est Norris pendant les essais libres 1 et 2 où il y a beaucoup de porpoising. On voit très clairement qu'il y a beaucoup de porpoising. Il y a tant d'étincelles qui touchent le fond. Ici, nous sommes dans les essais libres 2 et on voit que Norris a beaucoup d'étincelles sous la voiture. Le fond entre beaucoup en contact avec l'asphalte. Là, chez McLaren, il pouvait déjà comprendre qu'il y avait ce problème de plank qui pouvait s'user trop. Il a fait beaucoup d'étincelles ici et pendant le tour de reconnaissance, donc avant la course, et on voyait déjà que la voiture avait le même réglage que celle des essais libres 2. Donc il y avait beaucoup de porpoising et Norris s'était aussi plaint du problème. Après les qualifications, ils ont eu ce problème pendant tout le week-end et n'ont jamais modifié le réglage. C'est donc un problème grave, car nous avons vu qu'au Brésil, ils ont supprimé tout système augmentant la chaleur dans la zone du plank, donc dans les zones où la consommation du plank est mesurée, où se trouvent ces plaques de titane, où toutes les mesures sont faites, et cela signifie que McLaren s'est retrouvé à consommer trop le plank de manière inattendue, car il ne pouvait pas utiliser ces dispositifs pour chauffer les plaques de titane qui ont été interdits au Brésil. C'est une théorie qui a émergé, je vous la rapporte, après avoir analysé plusieurs fois le fond, le plank de Norris, et ils ont eu des résultats contrastés. Et cette personne se plaint et dit que s'il y a eu des résultats contrastés entre une mesure et l'autre, cela signifie qu'il n'était pas précis. C'est-à-dire que le dispositif a donné différents résultats et qu'il y a manipulation, car il faut considérer le bon résultat. Voici, cette théorie est complètement fausse, je tiens à le dire, mais elle circulait un peu en ligne, dans le sens où différentes mesures sont faites pour différentes raisons. Évidemment parce que différentes mesures sont prises, puis la moyenne des mesures est le véritable résultat qui est considéré. Une autre chose est qu'évidemment, il y a aussi un changement en termes de chaleur dans la zone du fond et dans la zone du plank. Donc les mesures sont faites plusieurs fois aussi parce que les conditions environnementales changent. Donc l'épaisseur d'usure du plank lui-même change aussi parce qu'il se dilate et avec la chaleur, il se dilate, tandis qu'à une température plus froide, il se contracte. En somme, il y a différentes variables à prendre en compte lors de ces mesures que les techniciens délégués de la fédération ont évidemment prises en considération, ainsi que les techniciens de McLaren. Il n'y a donc aucune théorie du complot, les mesures sont faites après chaque course et ces aspects sont pris en compte à chaque fois. Il y a aussi ceux qui ont parlé de Bahreïn, qui ont dit « Ah, alors cela explique toutes les étincelles vues à Bahreïn du fond de la McLaren. » C'est possible, je vais vous montrer cette image très intéressante. Cependant, c'est une théorie dans le sens où regardez combien d'étincelles sortaient du fond et vous voyez aussi cet effet de porpoising, en tout cas ce gros bottoming à l'arrière de la McLaren. Ainsi, d'autres équipes ont moins de bottoming que McLaren, moins de porpoising, aussi un peu en raison de la structure de leur châssis
et de l'absorption cinématique des suspensions qui se produit avec ce phénomène aérodynamique. Mais il faut aussi dire que nous ne pouvons pas attribuer ces étincelles uniquement au fait qu'ils ont utilisé ces blocs de titane plus larges parce qu'ils étaient chauffés. C'est une théorie, c'est envisageable, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit véridique, c'est-à-dire que nous n'avons pas de preuves certaines à ce sujet. Nous avons certainement vu plusieurs fois cette année différentes équipes, McLaren et Mercedes surtout, qui avaient plus de bottoming et de porpoising que d'autres équipes, notamment dans les virages rapides, ce qui signifie que le fond du véhicule touchait davantage le sol à cet endroit, là où il est nécessaire d'avoir beaucoup de charge dynamique. Donc il est nécessaire d'avoir une voiture plus basse dans ces moments. Et c'était étrange, on se demandait, mince, avec autant de bottoming, vont-ils user davantage le plank? Eh bien non, c'est donc un aspect particulier à prendre en considération. Cependant, je le répète, cela peut également être une structure de châssis différente ou une réponse cinématique différente des suspensions. Voyons la différence, voici les points à gauche, les points actuels, 366 pour Verstappen, 390 pour Norris, 366 pour Piastri. Et voici les résultats possibles pour voir Max Verstappen, champion du monde. Et nous voyons qu'il nous reste encore une course sprint au Qatar, une course normale au Qatar et une course à Abu Dhabi. Si Verstappen devait gagner la course sprint, gagner la course au Qatar et gagner la course à Abu Dhabi, pour que Norris ne soit pas champion, Norris doit arriver deuxième à la course sprint au Qatar, sixième à la course au Qatar et deuxième à la course d'Abu Dhabi. Donc s'il devait finir premier, deuxième, troisième dans la course sprint au Qatar, Norris devrait arriver sixième et deuxième dans une course pour que Verstappen soit champion. J'espère avoir été clair. Sinon, je vais montrer un autre graphique intéressant qui nous montre un autre scénario. Ce sont les points actuels, toujours à gauche, et voici les différentes possibilités. Verstappen gagne la course sprint au Qatar, Norris termine deuxième, Piastri troisième, et ensuite, si je ne me trompe pas, Norris finit quatrième. Désolé, troisième dans une course et quatrième dans une autre. Oui, troisième dans une course, s'il arrive troisième dans une course et quatrième dans une autre, ils égalisent les points, mais en cas d'égalité de points avec plus de victoires pour Max, Verstappen serait tout de même champion du monde. Donc dans le cas où Max remporterait tout et que Norris arrive troisième et quatrième dans une course et deuxième dans la course sprint, malgré l'égalité des points, Verstappen est champion du monde car il a gagné plus de courses dans la saison. Cela dit, parlons de Lewis Hamilton, car avant la course, Lewis Hamilton a fait une radio d'équipe très intéressante que nous allons écouter ensemble. Une radio d'équipe motivationnelle. With every challenge, there's an opportunity, lads. So when you're looking way up there, just see it as a challenge. I'll do my best to come through, make up for it. So always understanding and please supportive. Yeah, understood. Quoi qu'il en soit, Lewis Hamilton dit, avec tous les défis, il y a toujours une opportunité. Quand nous regardons là-haut, nous voyons toujours seulement des défis. Mais au final, je ferai de mon mieux pour essayer de relever ces défis et les surmonter. Merci pour toute la compréhension, merci pour le soutien que vous m'apportez. En somme, c'est un message pour dire que nous affrontons de nombreux défis, que nous traversons une période noire de crise. Malgré cela, je donnerai le maximum pour essayer de surmonter ces défis, d'aller au-delà et de tenter d'être victorieux avec vous. C'est un peu le message de Hamilton qui s'adresse à l'équipe et, selon moi, il s'attendait à un peu plus de soutien de leur part, une réaction également émotionnelle. Nous nous souvenons comment, chez Mercedes, Toto Wolff soutenait Hamilton, le rassurant avant la course, après la course. Il n'y avait pas que Bono qui lui parlait, Bono aussi, les gars, soutenait beaucoup Hamilton, l'aidait émotionnellement, faisait presque office de psychologue, on pourrait dire, et en plus, il l'aidait aussi avec des détails techniques, avec des corrections sur la piste au niveau de la conduite, du style de conduite. En somme, c'était une formation que Hamilton recevait constamment, malgré le fait qu'il soit déjà champion du monde. C'est-à-dire que malgré qu'il soit un champion du monde, Hamilton est une personne très humble même dans son approche sur la piste. Et selon moi, cette transparence, cette communication manque chez Ferrari, c'est-à-dire qu'il manque le fait d'être pleinement compris sur le plan humain et aussi en termes de conduite. Il lui manque une direction interne de l'équipe. Il semble qu'en ce moment, Hamilton soit lui-même la direction de Ferrari, mais chez Mercedes, il avait des mentors comme Toto Wolff et aussi comme Bono qui l'aidaient à rester chez Mercedes et à relever tous les défis et les moments difficiles. Et cette direction interne chez Ferrari manque, selon moi.
C'est un peu pour cela que je vois un Hamilton en difficulté en ce moment, en plus évidemment du fait qu'il a du mal à piloter la voiture, tout du point de vue technique, mais aussi sur le plan humain, je vois un Hamilton un peu perdu si on veut. C'est un résultat terrible. En parlant de la course d'hier, il n'y a rien de positif que nous pouvons tirer d'aujourd'hui. Nous sommes au moins proches de la fin. Je regarde vers la fin de la saison et pourtant je ne regarde pas en avant vers la suivante. Je ne regarde pas en avant vers 2026. Faites attention à ce point car il est fondamental. C'est-à-dire Hamilton ne veut pas voir comment ça ira en 2026. À mon avis, c'est une déclaration un peu impulsive. Nous avons vu plusieurs fois cette année Hamilton dire « Je ne suis pas à la hauteur de Ferrari ». Eh bien, la Ferrari, si on regarde Leclerc, la voiture est aussi bonne dans certaines conditions. Je ne parviens pas à l'exploiter au maximum. Très souvent, il réagit de manière impulsive, se dévalorisant et accordant plus de mérite à l'équipe, à la voiture ou aux autres qui réussissent mieux que lui. Un peu découragé, voilà. Dans ce cas-ci, cette déclaration ne doit pas non plus être prise au pied de la lettre. Il agit toujours ainsi, commence avec un objectif, comme au début de la course, affronter tous les défis, les surmonter. Merci pour la compréhension, allez, on va y arriver, très motivant. Et puis vient la fin de la course, peut-être avec un résultat pas trop positif, ce qui le pousse à se plaindre, c'est-à-dire à être un peu plus découragé, même pour les années à venir. Il est la référence de l'équipe seulement au niveau des chiffres, des statistiques. Il est 7 fois champion du monde, c'est pour cela. Mais au niveau des résultats en piste, Leclerc lui passe devant, objectivement. C'est donc une situation difficile à gérer. Quand Hamilton a un moment de découragement, ça peut arriver, mais quand il y a de nombreuses situations, de nombreux moments où on voit un pilote se décourager autant à la fin de la course, et bien après un certain temps, il peut perdre patience, perdre l'envie d'essayer et peut-être même décider d'interrompre sa carrière. Donc attention à cela aussi. Je ne veux pas voir cela arriver. Mais combien de temps peut-il supporter ces montagnes russes émotionnelles si l'on veut, comme il le disait toujours? Je ne m'avoue pas vaincu, je ferai tout pour redevenir moi-même, être le pilote fort, champion, puis il dit. Et tout va de pire en pire. Bref, nous voyons cette alternance d'émotions qui n'est pas, eh bien, pas bonne pour Lewis et ni pour l'équipe, car c'est un bilan qui est toujours en haut et en bas d'émotions, qui n'est pas bon pour un pilote. Un pilote doit être constant, il doit toujours avoir une mentalité de champion, comme Verstappen là aussi. Verstappen sur ce point, à mon avis, est même plus fort que Lewis dans certaines situations et parvient à entraîner l'équipe avec lui. Lewis, en revanche, a besoin d'une équipe qui le soutienne davantage dans sa croissance, tandis que Verstappen est l'homme d'équipe, il est l'homme qui entraîne tout le monde. En fait, si tu lui mets quelqu'un à la tête comme Christian Horner, il entre presque en conflit avec Horner. Il ne parvient pas à supporter une personne qui soit, eh bien, à sa tête, voilà. Et en effet, nous avons vu les affrontements entre Verstappen, Jos Verstappen et même Christian Horner, et cela a conduit au départ de Horner de l'équipe. Horner, qui est une figure clé de référence chez Red Bull depuis de nombreuses années. C'est donc aussi une situation à considérer. Cela dit, je veux en effet parler de Christian Horner pour vous dire cette chose, dernière chose très importante. Il pourrait remplacer Andy Cowell, qui est actuellement le directeur de l'équipe Aston Martin, et attention car il pourrait donc prendre ce rôle. Nous savons qu'il a quitté Red Bull en juillet et pourrait prendre ce rôle chez Aston Martin après avoir, eh bien, terminé son congé de jardinage. Et en plus, il pourrait aussi avoir des parts de l'équipe Aston Martin. Parce que Christian Horner l'a toujours dit, quand je reviendrai en Formule 1, je veux revenir comme chef d'une équipe comme l'a fait un peu Adrian Newey, qui a pris des parts d'Aston Martin elle-même. Voilà, lui aussi veut faire la même chose, avoir des parts de l'équipe parce qu'il veut la sentir sienne, comme l'a fait aussi Toto Wolff. Donc c'est un peu une décision de Horner, et nous verrons s'il ira chez Aston Martin et sera bien sûr accompagné d'Alonso. Leclerc pourrait arriver à l'avenir, au cas où il se lasserait de courir chez Ferrari et voudrait essayer d'obtenir des résultats différents. Et attention à cela, car Alonso, à mon avis, pourrait bien travailler avec Horner, car Alonso est encore un pilote différent par rapport à Verstappen. C'est un pilote qui a besoin d'un guide. Cela me rappelle aussi l'époque de Briatore. Il a besoin d'un compagnon, d'une figure clé, au sein de l'équipe qu'il respecte et qui l'accompagne vers la victoire du titre. Donc voilà, Alonso est un peu un juste milieu entre Hamilton et Verstappen de mon point de vue. Et à propos d'Alonso, cela m'a beaucoup fait rire. C'est une petite conclusion que je veux faire, eh bien, que nous avons entendu les déclarations d'Alonso, qui, eh bien, après la course à Las Vegas, qu'on lui a dit cette chose ici. Après, je vous accompagne au micro.
something great to watch. Did you enjoy it out there at least? Really? Yeah, you did some nice overtakes today. I think I did one only, so Well, I've got an S on the end of overtakes. Lovely fantastic. overtakes tonight. I hope you enjoyed it because I And did I've got one. unlucky with the VSC as And well. apparently it was on TV, so yeah, lucky for me. En somme, Alonso dit, eux, ils lui disent, tu as fait de beaux dépassements aujourd'hui en course. Et il a dit, vraiment? Je n'en ai fait qu'un seul, je crois. Ah oui, mais c'était un beau dépassement, lui dit l'intervieweuse. Et il dit, ah ok, bien, je suis content que vous ayez apprécié. D'ailleurs, je sais que ça a été montré aussi à la télévision, donc c'était vraiment une chance. C'est pour montrer à quel point Alonso est naturel, spontané, et que cela tranche un peu avec la Formule 1 actuelle, qui essaie très souvent de créer des situations spectaculaires, comme lui dire « Waouh, tu as fait beaucoup de dépassements ». Un peu une flatterie, si on veut, à Alonso. Au contraire, Alonso est très direct, et cela me plaît parce qu'il reste un bastion. Alonso de la Formule 1 du passé, celle un peu plus vraie, laissez-moi utiliser ce terme, et aussi plus traditionnel. Et donc, j'aime quand Alonso se comporte de cette façon, parce que cela me rappelle aussi un peu le Kimi Räikkönen du passé, un peu plus direct, véridique, qui dit les choses comme elles sont. Et donc, je tenais à vous rapporter ces déclarations d'Alonso. Cela dit, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le mondial, sur McLaren, qui ne savait pas la consommation du plan, toute la question aussi de réglage que nous avons dit, et sur le choc avec Verstappen, le freinage dans le virage 1, etc. Dites-moi aussi votre avis sur la situation de Lewis Hamilton, tant au niveau émotionnel que pour l'avenir. Déclaration sur 2026. Christian Horner qui va remplacer Andy Cowell chez Aston Martin, donc aussi la situation Aston Martin. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, si vous aimez les vidéos, laissez un like, abonnez-vous, activez les notifications. Comme ça, vous restez toujours informé de toutes les actualités sur la Formule 1 et sur Ferrari. Ici de Rasta, c'est tout. Nous nous voyons dans une prochaine vidéo.